Bonjour. Alors dans cette série de vidéos, donc on va étudier en profondeur les architectures orientées microservices. Alors un microservice, c'est quoi? C'est tout simplement c'est une méthode, d'accord, ou une approche, d'accord, de développement, d'accord, des solutions IT et qui consiste à décomposer les différentes applications, d'accord, en éléments les plus petits, d'accord, indépendamment les uns aux autres. Micro, ça signifie ici deux choses. Ça signifie c'est micro, ça veut dire la dimension métier fonctionnelle, elle est assez petite. Et micro, ça dit aussi que le fait que lors de développement, on doit avoir d'accord un code micro. D'ailleurs, on va voir, d'accord, si on utilise ici l'implémentation de cette approche à travers Spring Data par exemple, dans la couche DAO, bon, parfois, on n'a pas besoin de code carrément. Il suffit ici de déclarer des interfaces et c'est fini. Alors, contrairement à une approche qui est monolithique, classique, alors selon laquelle toutes les composants formant une entité indissociable, les microservices, ils fonctionnent en synergie pour accomplir les mêmes tâches, toutes en étant bien évidemment séparées. Donc, un microservice, l'ensemble des microservices constitue une méthode de développement qui permet ici de concevoir une application grande en vigueur sous la forme d'une série de services plus ou moins modulaires. Et chaque service, il prend en charge un objectif métier spécifique en utilisant des interfaces simples et bien définies pour communiquer avec d'autres services. Alors, si on veut faire ici une sorte de comparaison, d'accord, entre une architecture qui est monolithique et une architecture microservice. Alors, une architecture monolithique, comme vous pouvez remarquer ici, il y a une sorte de couplage assez fort entre les différentes couches et on a ici, d'accord, l'ensemble des éléments qui sont traités, d'accord, dans le même couche. Par exemple, la couche d'accès aux données où il y a, d'accord, toutes les fonctionnalités, d'accord, d'accès à une base de données, hein, d'accord, qui sont implémentées dans cette couche. De même pour la couche business, où il y a, d'accord, l'ensemble des fonctionnalités des processus métiers qui sont, hein, d'accord, développées. Alors, pour une architecture qui est microservice, donc il y a un sorte de découplage. Donc, chaque microservice, ça sert, bien évidemment, à mettre en place, d'accord, une fonctionnalité métier et après, il y a une sorte de communication entre les différents microservices pour offrir un service métier, c'est-à-dire le processus métier dans sa totalité. Donc un microservice, donc c'est une fonction principale, d'accord, d'une application qui est exécutée de manière totalement indépendante, d'accord, des autres services. Alors prenons un exemple. Alors, supposons ici un exemple de gestion de prêt. Alors, donc c'est une modélisation sous en quelque sorte un processus métier sous forme de diagramme de séquence. Alors, vous avez ici, d'accord, l'agent de gestion de prêt. Donc, lorsqu'il reçoit la demande, il va faire le calcul de risque. Et donc, pour le faire, il va, d'accord, invoquer ici une autre entité, c'est learn approvable. De même, lui-même, il va faire invoquer ici pour accomplir sa mission le check credit de accounts. Une fois c'est bon, donc Lion Agent, il va créer ici, d'accord, Lion en invoquant ici le processus ou l'entité Lion. Après, il y a d'accord une confirmation, d'accord, via SMS par exemple, en utilisant ici un gateway spécifique. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, on a ici un couplage qui est assez fort. Le Lien Agent est totalement lié à Lien Approvable et à Lien. Donc, puisqu'il y a une communication directe entre les différents processus. Et Lien Approvable, d'accord, Approval, d'accord, lui-même, il est lié à Accounts. Et Lien, elle est d'accord, lié à SMS Gateway. Et par conséquent, si on veut changer le gateway, d'accord, d'envoi de SMS, on est obligé ici de changer ici le lien. Alors, une fois que vous changez le lien, vous devez changer ici le lien agents.
Et de même, si vous faites ici le changement de lien agent, il faut changer le reste, d'accord, de l'application. Alors, même processus métier, on peut le voir autrement. Donc, pourquoi il y a ce couplage? Parce que, d'accord, lorsqu'on a fait ici la modélisation, d'accord, de ce processus métier, on est basé sur ce qu'on appelle des entités. Alors, le même processus métier, on peut l'avoir, d'accord, autrement. Voilà. Alors, donc, on a la possibilité ici de faire en sorte une modélisation, d'accord, plus ou moins, d'accord, basée sur les services. Donc, le même processus métier. Donc, on a la possibilité ici de créer un service indépendant des autres, un service qui permet ici de faire un check, d'accord, de accounts, balance. Après, on a la possibilité ici de créer ici, d'accord, un service qui va faire le calcul de risque. Après, un autre service qui va créer le prêt et un processus ou plutôt un service qui va faire, d'accord, la création ou l'envoi de SMS via, d'accord, un gateway. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, il n'y a pas, d'accord, de communication directe entre les différents services. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couplage ici. Et on a ici un nouveau processus, ça s'appelle l'UN processus, et c'est un processus métier, d'accord. Alors, quel est ce processus métier? Il permet de faire quoi? Il permet tout simplement ici de faire l'orchestration de différents services. À travers cette orchestration, on peut avoir, bien évidemment, ici un couplage assez faible entre les différents services. Du coup, si on veut changer maintenant ici le gateway d'envoi et de notification via SMS, on n'est plus obligé, on n'a pas, d'accord, une obligation ici de changer ni create lien, ni calculate lien risk, ni autre. Et par conséquent, ce faible couplage, il nous permet ici d'intégrer, de changer, d'accord, les différents services d'une manière assez facile, d'accord, et d'une manière indépendante les uns aux autres. Alors, un microservice, c'est une architecture qui est basée sur SOA, et au cœur de SOA, qu'on trouve quoi? On trouve tout simplement ici des services, et on trouve ici des processus en tant qu'un orchestrateur de l'ensemble des services. Alors, parmi les questions qui s'imposent, comment on peut gérer ces différents processus? Il y en a beaucoup de solutions. Le plus utilisé, c'est le BPM, le Business Process Management, qui a comme but ici de donner à l'entreprise, d'accord, les moyens nécessaires pour la gestion de ces processus métiers de manière plus ou moins informatisée. Ça veut dire de faire la modélisation, la simulation, l'exécution et aussi l'audit. D'accord. Et par conséquent, on a ici, d'accord, un gain, d'accord, en termes d'optimisation et en termes, d'accord, d'adaptation aux besoins en temps réel. C'est-à-dire d'une manière, d'accord, on peut répondre aux différents nouveaux besoins, d'accord, d'une manière agile. Alors, un processus, il est composé d'une manière générale de sous-processus et des décisions, ce qu'on appelle les business rules, et un ensemble des activités. Donc, un processus a son propre but, d'accord, ça veut dire une entrée ou un ensemble des entrées, un ensemble des sorties, et les activités, elles correspondent, d'accord, à des parties, d'accord, de processus métier qui incluent, d'accord, incluant par de décisions et sont associés à des rôles. Donc, sont réalisés par des systèmes ou par des humains, c'est-à-dire soit c'est une interaction qui est humaine, soit ce sont des interactions qui sont automatisées. Et dans un processus BPM, il y a aussi la possibilité des mesures KPI, donc le Key Performance Indicator, qui permet ici de capturer ici les performances, d'accord, d'un tel processus. Donc, d'une manière générale, un processus, c'est quoi? C'est le résultat d'une orchestration d'un ensemble de services. Et le processus lui-même, il est accessible, d'accord, en tant qu'un service. Alors, le BPM, l'exemple qu'on a déjà vu, d'accord, de gestion de prêt, on peut l'avoir en tant qu'un processus BPM. Donc, on démarre. Après, on va faire ici la création des liens application. Une fois, on va faire ici le check de crédit. Alors, le check de crédit, ça peut être aussi, d'accord, un processus qui est, ou là, un service qui est déjà implémenté dans un service web à distance. Lien process, ça peut être aussi, c'est un service CICS.
Et il y a ici des réels, donc par exemple, pre-approvable, CS, d'accord, on va faire la réservation. Qui va faire ici la réservation de fonds? C'est un processus, d'accord, ou plutôt c'est un service G2E qui est déjà implémenté, on peut le consommer. De même, si non, donc on a la possibilité ici de faire, d'accord, appel, d'accord, à un autre service qui est bien évidemment qui nécessite d'accord une interaction d'accord d'un humain, d'accord. Et de même, comme vous pouvez remarquer ici, toutes les différentes d'accord activités, ils peuvent être d'accord développées en tant que d'accord une activité qui fait ici la consommation d'un service à distance. Et par conséquent, si on veut changer par exemple ici, d'accord, à titre d'exemple, la confirmation par email, d'accord, donc il suffit ici, d'accord, tout simplement, d'accord, à consommer un autre service s'il existe, ou d'accord, c'est de développer un autre microservice, d'accord, pour faire cette confirmation sans toucher les autres. Et même si on veut changer carrément le processus métier, ça veut dire c'est le fait c'est d'intégrer d'autres business réels ou d'intégrer d'autres activités, ça devient très facile sans toucher d'accord les autres processus. Et ça c'est parmi les avantages majeurs d'accord d'une architecture SOA en utilisant ici le BPM. Alors un exemple basique, d'accord, imaginons ici qu'on veut développer ici une application e-store. Alors l'application eStore, elle est modélisée en tant que d'accord, une application en 3 tiers avec 2 couches. Vous avez ici la couche DAO, d'accord, la couche d'accès aux bases de données. Vous avez ici la couche business et la couche présentation où il y a d'accord la gestion des comptes et la gestion des cartes et autres. Alors, comme vous pouvez remarquer dans cette architecture qui est découpée d'une manière horizontale, d'accord, elle est focalisée sur la partie, bien évidemment, métier. Et tout l'aspect métier et tout l'aspect accès aux données, elle est implémentée, d'accord, d'une manière avec une liaison assez forte. Donc, du coup, si on veut changer, par exemple, d'accord, une fonctionnalité, il fallait bien évidemment changer ici la partie business layer et la partie parfois data layer. Alors, on a la possibilité ici de voir les choses autrement, d'une manière de faire un découpage, c'est pas vertical, ça sera un découpage, pardon, horizontal, ça sera un découpage vertical, d'accord, en se basant sur d'autres critères. Alors l'idée ici, c'est de faire, d'accord, un sort de découpage en domaine métier. Et donc, au lieu d'avoir un découpage qui est purement horizontal, on peut aller vers un découpage qui est vertical. Et du coup, ça veut dire c'est de rassembler ici les différents éléments qui définissent un domaine spécifique. Par exemple, on peut bien évidemment ici faire un découpage vertical avec le domaine customer. Ça veut dire toutes les fonctionnalités qui servent à faire la gestion des clients, d'accord, aussi toutes les fonctionnalités, d'accord, de DAO, de métier et de présentation qui englobent, d'accord, les fonctionnalités nécessaires pour la gestion des catalogues, gestion d'inventaire, de shopping et de billing. Donc, d'une manière générale, une fois que on fait ce type de découpage, donc d'ailleurs, SOA, c'est quelque chose qui doit être aligné métier, d'accord, aligné métier et elle est neutre par rapport à la technologie. On fait ce découpage. Après, et on a la possibilité ici de développer ces gestions de customer et on peut le consommer ici pour la mise en place d'un système e-store, comme on peut faire ici la gestion de customer pour d'accord, implémenter et mettre en place un système d'accord qui a besoin de ce type d'accord de service, c'est-à-dire la gestion de customer. Et du coup, une fois que vous faites ici ce découpage, on peut aller vers une autre architecture de 4 tiers en intégrant ici une nouvelle couche, c'est la couche de service. Et du coup, donc au lieu d'avoir ici les 3 chaînes, on peut intégrer ici la 4e couche qui sert tout simplement ici à mettre la gestion des customers ou la gestion des catalogues ou la gestion d'inventaire ou de shopping ou de commandes en tant qu'un service.
un service indépendant des autres. Il n'y aura pas ici une communication entre l'un et l'autre. Donc la communication, ça se fait via le processus métier. Et donc le processus métier, c'est quoi? Ça sera tout simplement une orchestration, d'accord, de l'ensemble des métiers. Et du coup, on a la possibilité ici de changer de manière assez flexible et assez agile, d'accord, le processus métier, d'accord, sans toucher, en quelque sorte, ou avec le minimum d'efforts, d'accord, pour aller vers un service histoire totalement différent. C'est-à-dire, c'est comme vous disiez ici, on va faire ici un e-store pour Amazon et après on veut évidemment faire un e-store de type eBay ou de type autre. Donc en termes de proximité, ce sont deux choses qui sont totalement différentes, mais on a cette possibilité ici d'aller vers la réutilisabilité, d'accord, de cette couche, ça veut dire de l'ensemble des services, et changer tout simplement ici plus ou moins, d'accord, le processus métier. Alors, d'une manière générale, SOA, elle représente cet avantage, d'accord, de changer d'une manière assez flexible et assez agile, d'accord, une architecture et aller vers, d'accord, une autre processus, pardon, le processus métier, aller vers un autre processus métier, d'accord, sur un domaine qui nécessite, hein, ou là, qui a besoin d'un ou là de l'ensemble, d'accord, des services qui sont déjà développés et disponibles. Alors, d'une manière générale, on a la possibilité ici d'avoir une architecture de cette manière. Ça veut dire, on a un ensemble de microservices, par exemple un microservice pour gestion de customer, un microservice de gestion de ce qu'on appelle de catalogue, un autre pour tout ce qui est billing. D'accord, comme vous pouvez remarquer, si je peux lancer en démarrage une seule instance où je peux, d'accord, on peut lancer ici plusieurs instances, ça c'est pour garder un niveau de haute disponibilité assez élevé. Alors, les différentes applications, soit mobile, soit browser, soit IoT, ils peuvent accéder via des gateways. On va voir ça dans le cadre de Spring Boot. D'accord. Et même le microservice, ils peuvent être démarrer, d'accord, avec un fichier de configuration à distance en utilisant ici des annuaires comme le cas de Orica ou autre. On va les voir en tout cas. Alors, un cycle, donc, lorsqu'on parle ici de service, il y a quatre grandes phases, d'accord, qui définissent ici le cycle de vie d'un service, à savoir l'identification du service, la spécification, le développement et la gestion. Et bien évidemment, il y a d'autres aspects transversaux comme la gouvernance. Donc, d'une manière générale, les architectures orientées services et impliquant, d'accord, une vision globale. Et la gouvernance, elle permet ici de casser les silos, d'accord, de l'entreprise. Alors, plus ou moins, d'accord, si on veut, d'accord, représenter ces différentes étapes, d'accord, qui définissent le cycle de vie, vous avez ici la phase de service identification, d'accord, donc on va identifier ici le service, on va faire ici la recherche, d'accord, est-ce qu'il y a déjà des implémentations existantes? Alors, si oui, donc on va voir service one approuvable, c'est-à-dire l'autorisation de ça. Sinon, on va faire ici le service réutilisabilité commission, d'accord, c'est avoir la possibilité ici de développer un élément qui est réutilisable, d'accord. Et il y a la phase de spécification. Donc la phase de spécification, il fallait créer ici la spécification, d'accord, définir ici la documentation des interfaces, d'accord, et voir la création ici de le workflow, d'accord, de services et des processus. La phase de développement, donc il prend comme entrée ici les components à développer. Après, il y a l'intégration test, la création, le développement des tests unitaires, les tests d'acceptance, jusqu'à la mise en repository. Et il y a la dernière phase, c'est la phase de management, où il y a l'entrée, c'est le service de certification. Après, d'accord, le service dans le registry. Et après, on va voir ici les différentes phases, à savoir le service in use, monitoring, d'accord, plan et de nouvelles versions, ainsi de suite. Alors, si on veut faire ici les responsables, d'accord, de ces différentes phases, alors vous avez ici l'analyste métier
qui est responsable à la partie identification, qui définit ici le processus métier et les processus métiers et l'ensemble des KPI associés. Identification aussi des services métiers, d'accord, et elle optimise ici les services via la simulation. Dans la plupart des cas, on utilise ici des workflows et des moteurs workflow comme le cas de BPM. Alors, une fois cette étape elle est réalisée, on va faire ici la spécification. La spécification, ça se fait par des architectes, d'accord, qui définissent ici les services nécessaires, d'accord, pour les différentes use cases qui sont définis dans l'analyse métier, et elle va faire ici la modélisation des services. Alors, une fois ce travail il est achevé, donc l'étape suivante, c'est l'étape de développement. Donc, ça sert à faire l'implémentation de l'ensemble des services qui sont déjà d'accord, spécifiés d'accord, par l'architecte. L'intégrateur, il prend comme entrée de choses, c'est le processus métier ou les processus métiers d'accord, identifiés par l'analyste métier et l'architecture, c'est-à-dire la définition des services et la modélisation par l'architecte, d'accord, pardon, l'implémentation, il fait ici l'assemblage des services pour question d'intégration et à la fin, il y a la partie gestionnaire, d'accord, qui fait la gestion, c'est-à-dire c'est publier les services dans les annuaires, UDDI dans le cas de, par exemple, Swap ou autre, il gère ici le cycle de vie de l'ensemble des services et il contrôle la qualité de service. Alors, définir ou faire une spécification, si on veut faire ici un exemple, une sorte de zoom sur cette phase. Donc le problème ici, l'un des problèmes centraux pour mettre en place, d'accord, une solution basée sur SOA, c'est la granularité des services, d'accord, qui est une chose qui est fondamentale. Alors ça veut dire c'est déterminer en grande partie, d'accord, la réutilisabilité des services. D'ailleurs, l'un des points de succès d'une architecture SOA, c'est le taux de réutilisabilité des services. Et même si on veut faire une comparaison entre deux architectures sur SOA, donc parmi les critères d'accord de comparaison, c'est le taux de réutilisabilité de l'ensemble de services. Alors, évitez bien évidemment une granularité trop fine, d'accord, qui entraîne bien évidemment beaucoup d'interactions entre les différents services, et ça pose un problème de performance. Donc, d'une manière générale, il faut trouver ici, d'accord, une sorte d'équilibre, d'accord, entre le taux de réutilisabilité qui est assez élevé, d'accord, et évidemment diminuer le maximum possible, d'accord, les interactions entre les différents services. Donc un service qui fait trop de choses, il risque de ne pas être réutilisable. Mais de même, un service a une granularité trop épaisé, lui-même, ça pose un problème. Donc, l'idée ici, c'est de trouver, d'accord, le juste milieu entre les deux. Alors, parmi les méthodes d'identification des services, donc il y en a deux grandes approches, d'accord, une approche qui est bottom-up, d'accord, une approche qui est top-down. Donc, c'est une première phase d'accord, d'identification qui doivent être effectuées sur l'ensemble des systèmes en s'appuyant sur la cartographie des domaines métiers de systèmes d'information de l'entreprise et sur le code qui est existant. Donc, c'est une approche qui est incrémentale. Une approche d'identification est nécessaire au démarrage de chaque projet basé sur une architecture SOA en s'appuyant sur le processus et les services répertorisés d'accord, précédemment. Donc, deux approches, l'approche bottom-up et l'approche top-down. On part des briques informatiques, on rassemble les bouts, d'accord, abstraction. Après, plus à des cas pour réutiliser ici l'existant, ce qu'on appelle ici les SOAisés. D'accord, soit une approche qui est top-down, on part des interactions métiers, d'accord, pour aboutir d'accord, aux interactions techniques. Donc, c'est plus ADK, d'accord, pour démarrer un projet, d'accord, ou un nouveau projet. Alors, on fait un zoom ici. Donc, une approche bottom-up, d'accord, donc on va voir ici les applications existantes, les nouvelles besoins, d'accord. Après, on va faire ici le diagramme d'activité. Après, il y a une décomposition, d'accord, du diagramme de classe en se basant sur les besoins plus, d'accord, les applications existantes. Alors, le diagramme d'activité, il nous ramène vers, d'accord, la possibilité ici de définir ici une orchestration de l'ensemble des services. Et ça, c'est la décomposition ici du diagramme de classe qui nous donne la possibilité ici de faire la spécification des services. Et après, soit ce sont des nouveaux services qui sont
proposés, hein, d'accord, soit ce sont des services existants qu'on va les réutiliser, ou les deux à la fois. Donc, à travers les nouveaux services plus les services réutilisables, d'accord, et l'orchestration, on peut générer ici une nouvelle application. Donc, c'est une approche bottom, hein, d'accord, ça veut dire app, ça veut dire ce qu'on appelle les briques techniques, ça veut dire le rassemble les bouts, les abstractions, et d'accord, réutiliser ces différents éléments pour aller vers d'accord une nouvelle application. Il y a la deuxième approche, c'est le top-down. Alors top-down, donc il y a besoin, mais ici on va pas se baser sur d'accord les applications existantes, mais on va se démarrer avec une analyse des domaines métiers spécifiques pour une entreprise d'accord donnée. Donc, les nouveaux besoins plus l'analyse des domaines de métier, ils nous donnent la possibilité ici de faire une décomposition, d'accord, du processus métier. Et à travers cette décomposition, on définit ici, d'accord, la spécification des services plus l'orchestration, la stratégie d'orchestration de l'ensemble des services. À travers la spécification, on génère ou on définit, d'accord, les services à réutiliser et les nouveaux services à implémenter. Et les deux, d'accord, l'orchestration plus l'ensemble des services, il nous donne ici la nouvelle application. Parfois, on a la possibilité ici de faire une approche qui est outside in, c'est-à-dire une sorte de mixage entre l'approche top-down et bottom-up. D'accord. Souvent dans la pratique, on utilise rarement une seule approche. Alors, pour obtenir une granularité pertinente du service, il est nécessaire, d'accord, de concilier les deux. Faire l'analyse top-down sans préoccuper de l'existant et faire l'analyse bottom-up, hein, pardon, et faire l'analyse bottom-up en considérant que l'existant. Donc, on va comparer ici les différents services remontés. D'accord. Pardon. On va comparer ici les différents services remontés avec ceux déduits des processus. Donc, après, il fallait faire d'accord, des compromis nécessaires d'accord, pour réutiliser le maximum possible d'accord, de code. Alors, comment on peut implémenter cette architecture d'accord, qui est orientée SOA ou orientée microservices? Donc, on va essayer de le voir à travers Spring Boot et Spring Cloud. Alors, d'une manière générale, lorsque vous parlez ici de Spring, ça c'est parmi les frameworks les plus puissantes, d'accord, sur le marché, d'accord, dans le monde Java. Donc, dans le cadre de Spring, parmi les critiques d'accord de Spring, c'est le fait ici qu'il y a beaucoup d'accord de fichiers de configuration. À chaque fois que vous voulez d'accord développer quelque chose, d'accord, il fallait d'accord mettre en place toutes les informations, en particulier ici, d'accord, la partie de configuration. Dans Spring Boot, non, la configuration, ça sera d'une manière plus ou moins d'accord automatique. Alors, Spring, donc il y a le Spring qui est basé sur le IOC, Inversion of Control, avec une programmation orientée aspect autre. Donc vous avez ici le Spring. Après, il y a le Spring Boot. C'est une micro framework qui sert tout simplement ici à répondre aux difficultés de Spring en termes d'accord de la configuration manuelle. Donc on peut faire ici une configuration automatique en quelque sorte. D'accord. Après, il y a le Spring Cloud qui définit ici un ensemble de sous-couches, en particulier ici le Spring Cloud Common, d'accord, et le Cloud Context, plus d'autres éléments comme le Spring Cloud Config, le Spring Cloud de Netflix, qui a beaucoup d'API, on va les voir en tout cas. Et à la fin, vous avez ici la possibilité ici d'avoir des solutions, d'accord, comme Spring Cloud pour Amazon Web Service ou Cloud for Cloud Foundry ou autres, hein, d'accord. Il y en a aussi beaucoup d'autres, d'accord, couches supérieures. Alors, pour la partie Spring Cloud, donc un des éléments majeurs, c'est Spring Cloud Config, c'est le fait ici d'externaliser ici la configuration d'un microservice, d'accord, et à chaque fois on a la possibilité ici de changer cette configuration sans toucher bien évidemment le code, et parfois on peut le faire à chaud, c'est-à-dire l'application est en cours de démarrage et on a la possibilité ici de faire, d'accord,
le changement de sa configuration. Il y a aussi Spring Cloud de Netflix qui donne beaucoup de solutions, entre autres, par exemple, la solution Orica qui sert à définir ici un annuaire d'enregistrement et de publication des microservices. Il y a Zul, d'accord, en tant qu'un proxy, un gateway. Il y a aussi d'autres, on va les voir en tout cas à la fin. Alors, Spring Cloud, on trouve ici Main Project, beaucoup de projets, d'accord, de cœur. Et il y en a ici, d'accord, des patterns, comme par exemple la tolérance aux fautes, aux pannes, d'accord, ça c'est pour garder un niveau de disponibilité, d'accord, ce qu'on appelle de haute disponibilité avec les circuit breakers. Il y a aussi un système de routine et load balancing, d'accord. Il y a aussi d'accord, un aspect de monitoring à travers des API qu'on va les voir après. Alors, le Spring Cloud Component, alors en termes d'accord, il y a beaucoup de briques, entre autres, vous avez ici la configuration, la discovery, d'accord, le gateway, le tracing, le routine and messaging, d'accord, les circuits breakers. Alors, pour la partie configuration, d'accord, donc l'idée ici, c'est avoir un ensemble, d'accord, de microservices. Et donc, chaque microservice, sa configuration, elle est déjà implémentée en quelque part, d'accord, à l'extérieur de le contexte de microservices. Souvent, on le fait avec un serveur de configuration. Et dans le souci ici, c'est comment on peut supprimer ici la configuration de l'application vers un repo centralisé dans tous les environnements. Donc souvent, on peut le faire à travers d'accord, Git, SVN ou autre. Le plus utilisé, c'est Git. Et donc, Spring Cloud Config Server, donc il peut utiliser ici Git, SVN, le système de fichiers, d'accord, ou autre. Et les clients de configuration, ça veut dire les applications micro-services, ils vont récupérer ici la configuration du service au démarrage. À chaque fois que le service il va se démarrer, il va contacter ici le service, le Spring Cloud Config Server, d'accord, pour charger sa propre configuration pour qu'il puisse, d'accord, démarrer. Il peut être notifié des changements de processus dans un environnement, dans un événement de rafraîchissement. Alors, en termes de configuration, donc il y en a deux parties, la partie, d'accord, config serve, d'accord, server, et il y a la configuration de client. Dans la partie config serve, donc ça se fait via HTTP, donc c'est API basé sur les ressources pour la configuration externe. Donc souvent les ressources, soit ce sont des ressources JSON, YAML ou propriété. Donc souvent on utilise ici le get backend, d'accord, ça par défaut. Et il intègre aussi la possibilité, d'accord, il y a aussi la possibilité d'intégrer ici Spring Security. Et dans la partie client, le bootstrap, d'accord, de configuration en premier et bootstrap de découverte, d'accord. Après, il y a option à sécuriser, d'accord, à sécurité intégrée, d'accord, comme par exemple ici la lecture d'une application locale ou autre. Alors, d'une manière générale, on peut avoir une application, d'accord, profil et label, et ici, on a l'ensemble des éléments qui sont déjà déclarés dans la partie propriety, application propriety, qui permet ici de charger l'élément. On va voir un exemple juste après. Alors après, il y a le service discovery. Donc, étant donné la nature dynamique de toutes les applications natives dans le cloud, le fait ici de dépendre l'élément tel que les URL peut être problématique. Pourquoi? Parce que on a la possibilité ici de changer l'URL, on peut changer ici le numéro de port, on a aussi la possibilité ici de démarrer deux ou plusieurs instances de microservices avec des numéros de port qui sont totalement différents. Et du coup, lorsque un microservice il veut communiquer ou un client il veut consommer le microservice, on ne doit pas se baser sur l'URL. Pourquoi? Parce que ce URL ils peuvent être évidemment changés. Donc le service Discovery il permet au microservice de découvrir facilement les itinéraires vers le service dont il a besoin pour utiliser. Donc ici, il y en a beaucoup de solutions. Plus utilisées, c'est, on va le voir dans les TP, c'est Netflix, hein, d'accord, Orica, d'accord. Donc on peut avoir ici beaucoup de microservices qui sont enregistrés auprès d'un service de registré, d'accord, Orica ou autre. Après, il y a le customer, d'accord, qui va faire ici la découverte, d'accord, en se connectant à un producteur ou un microservice spécifique.
Il y a aussi le routine and messaging, d'accord. Donc, souvent dans une application native dans le cloud, elle sera composée de tous les microservices et la communication sera donc essentielle. Donc, Spring Cloud, il prend en charge cette communication via des requêtes HTTP seulement ou via, d'accord, des messages, d'accord, via la messagerie en utilisant GMS ou autre. Alors du coup, dans cette rubrique, on a ici le routage équilibrage de charge, d'accord, avec Ribbon Networks ou avec OpenFrame, qui permet ici d'établir ici une communication, c'est presque l'équivalent en quelque sorte, entre parenthèses, d'accord, de REST templates. En termes de messagerie, il y a RabbitMQ ou Kafka, d'accord, et donc un consumer, d'accord, lorsqu'il veut communiquer ici avec un producer, on a la possibilité ici de faire, d'accord, un répartisseur de charge, un load balancer qui permet ici, d'accord, d'aiguiller la requête de l'utilisateur vers, d'accord, l'instance, d'accord, de telle manière, vers une instance, de telle manière ici de garder un certain niveau de performance et de qualité de service. Il y a API Gateway, donc ce sont les passerelles API qui permettent, d'accord, d'acheminer ici les demandes d'API, soit internes, soit externes, vers les services appropriés. Donc ici, on a beaucoup de solutions qui sont déjà disponibles. Entre autres, vous avez ici Netflix Zul, d'accord, et il y a Spring Cloud Gateway. Cette partie, c'est exploiter la découverte et de services et s'assurer, d'accord, d'un sorte d'équilibrage de charge. Il y a aussi les circuit breakers. Donc, l'échec d'une manière générale est inévitable. Mais vos utilisateurs n'ont pas besoin ici de savoir. Ça veut dire que si jamais il y a un élément qui tombe en panne ou on veut le changer. Alors, les disjoncteurs, d'accord, ce sont les circuit breakers, ils peuvent aider une application à fonctionner en cas de panne. Alors, parmi les solutions ici, c'est la solution aussi de Netflix, c'est Hystrix, d'accord, qui sert tout simplement ici de modéliser ce fonctionnement. D'accord. Donc, vous avez ici le circuit state diagram, vous avez closed. D'accord. Donc, success, open, il va être dans la phase open. D'accord. Et après, il y a bien évidemment half open. Donc, try on request, ce que half open. Après, failed open circuit. D'accord. Donc, on va le open, l'ouvrir et ainsi de suite. Là, c'est d'une manière générale ici pour fermer et ouvrir les différents éléments. Alors, dans notre application, donc on va essayer de mettre en place une solution à la base de Spring Cloud. Donc, on a ici un ensemble de microservices. D'accord, on peut l'avoir de cette manière. Un breaker ici. Après, on peut avoir aussi, d'accord, un service de configuration, un API Gateway qui permet ici d'aiguiller les requêtes vers les différents services. D'accord, et on peut avoir un service d'enregistrement. D'accord, plus d'autres aspects, à savoir l'accès aux bases de données, un dashboard et autres. On peut l'avoir de cette architecture de cette manière, comme on peut l'avoir autrement. Vous avez ici les différentes, d'accord, microservices. Chaque microservice, il peut accéder vers une base de données totalement séparée. D'accord, d'ailleurs, ça c'est parmi les fonctionnalités de microservices. Donc les clients, ils peuvent communiquer avec le microservice à travers un gateway ou à travers Netflix Zul. Lui-même, c'est un microservice. On peut avoir, bien évidemment, un service de configuration à la base de votre système fichier ou Gates. Et il y a le microservice, la communication, ça se fait à travers, d'accord, un annuaire, d'accord, comme Netflix Orica. On peut aussi établir une sorte de communication à travers RabbitMQ et on a la possibilité, d'accord, de mettre en place, d'accord, un système de monitoring et de dashboard avec Hystrix. D'accord. On peut aussi aller vers la possibilité ici de récupérer ici l'ensemble, évidemment, des fichiers log, d'accord, de l'ensemble des microservices dans un seul environnement, à savoir comme le cas de Elasticsearch ou le pile ETK en utilisant ici Kibana pour faire la partie monitoring. Et on a toujours la possibilité ici d'intégrer, d'accord, le Spring Security et la sécurité dans tous les éléments, d'accord, de cette architecture. Alors, pour notre mini-projet, d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, soit on va avoir un service de configuration, d'accord, qui est basé sur Git.
On a ici un ensemble de microservices, un microservice de customer, un autre microservice de shopping, un autre de billing. D'accord, les différents microservices, ils doivent être, d'accord, enregistrés auprès, d'accord, de Orica, qui permet ici l'enregistrement et la découverte. Et les clients, ils vont contacter ici, d'accord, le point de contact c'est API Gateway ou ZUL, d'accord, et lui-même il va contacter ici le Orica pour aiguiller la requête vers les différents éléments. D'une manière générale, d'accord, c'est une solution possible pour notre mini-projet. Bien. Alors, donc ça c'est une introduction, d'accord, de ce qu'on appelle de microservices ou une architecture basée sur microservices. Donc, on va essayer dans un premier lieu de mettre en place, d'accord, les différentes microservices, d'accord, de notre solution en utilisant Spring Cloud et Spring Security. Donc, ça sera pour la prochaine euh, vidéo. Voilà. Merci et à la prochaine.